C'est parti. Mon invitée aujourd'hui, c'est Juliette. Dans ma vie, elle est un peu comme le loup blanc. On entend beaucoup parler d'elle de tous les côtés sans penser un jour la rencontrer, jusqu'au jour où elle débarque, en après-midi gueule de bois revenant tout juste de son voyage, et vous contant avec passion son aventure sud-américaine. Immédiatement, vous vous dites qu'un jour, elle devra venir vous en parler dans une émission dédiée. C'est chose faite puisque cette année, des voyages Juliette en a fait plein, de toutes sortes, et elle est venue pour en parler. Bonjour Juliette. Bonjour. Attends, je vais refaire le bonjour. Non mais tu sais quoi, on enchaîne. Comment ça va ? Ça va super. Est-ce que tu pourrais te présenter, tout simplement ? Alors, moi, c'est Juliette, j'ai 21 ans. Je suis plus en études, ce qui me permet d'avoir un petit peu de temps pour faire des projets artistiques et notamment pour bouger aussi, puisque j'ai découvert ça il y a peu de temps et j'adore ça en fait. Je suis comédienne de métier maintenant et je fais de la musique aussi. Et notamment le Cinoche me permet de bouger aussi, puisque parfois on est invité à un des festivals à l'international, ou en France même. Même des tournages à l'étranger ? Ou des tournages à l'étranger, ça n'a pas encore eu lieu. Mais ah si, ça a eu lieu. Je suis bête. Attends, j'avais trop peur, j'étais là, mais en fait je Non, connais ça a pas eu lieu. du tout. Ça a eu lieu une fois en Sardaigne. Mais bon, c'était avec... J'ai noté Sicile, donc... Bon, l'Italie quoi. Ouf. Non, c'était vraiment chouette. Mais donc, j'aimerais bien que ça continue comme ça, on va dire. Parce que c'est formidable de pouvoir bouger pour son travail et de pouvoir également prolonger les séjours sur place en général. Ils sont assez flexibles, quoi. Est-ce que tu fais ça en général ? Bah, par exemple, le mois prochain, je veux... Donc là, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, on est en novembre. Et il faut pas que je le dise. Alors regarde Lucas, l'ingé son, qui ne trahit pas le retard qu'aura la sortie de l'épisode. Et dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je sais plus, je vais à Berlin. Et donc pour présenter un film, justement. Et donc j'ai prolongé le séjour. Parce que je ne connais pas du tout l'Allemagne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents pays dans lesquels t'es allé dans ta vie ? Comment t'as un peu commencé à voyager ? Avec mes parents un petit peu. Toujours à la Toussaint. Parce que j'ai un père qui est comédien en spectacle de rue. Donc l'été, il est en tournée. Donc en général, on reste en France, mais il est arrivé, une fois on est allé en Sicile, une fois on est allé en Crète, on a fait Londres, mais ça restait européen quoi. Et quand j'étais en seconde, j'ai eu la chance de participer à un échange scolaire pour aller à Nashville, au Tennessee, pendant 2 semaines, avec une correspondante. Ça a été un peu le début de se retrouver dans un autre... monde. En plus, ça, c'était en famille, donc c'était génial. Ça m'a permis de beaucoup progresser en anglais, mais on était quand même beaucoup entre Français, quoi. On était un groupe de Français, donc Et puis, les États-Unis, c'est pas si dépaysant que ça, mine de rien. Hein. Ça l'est beaucoup, mais mine de rien, j'étais pas non plus complètement ahurie parce que tout était nouveau, même s'il y avait des buildings à Nashville, et ça, c'était quand même stylé. Comment on vit une arrivée sur le territoire américain immédiatement dans le Tennessee ? Le souvenir que j'en ai, c'est que c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses au Tennessee. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, comme on peut voir dans les grandes villes, et en même temps, j'ai vu beaucoup de campagnes, des grandes plaines, le côté vraiment rural aussi, avant l'élection de Trump. Donc, on était en plein dans le... Voilà, les pancartes dans les jardins. Votez Trump ! C'était un plaisir. Ah, je pensais que c'était avant l'Amérique Trump, tout était beau, quoi. Ah non, des fleurs qui quand poussaient. même pas. C'était l'année où il allait se faire élire, un mois après que je m'en aille du sol, quoi. Mais j'ai adoré quand même les gens chez qui j'étais. J'étais dans une famille super. Et d'ailleurs, ma correspondante habite maintenant à Paris, tellement elle a adoré la France. Ça, je trouve que c'est ça que le voyage m'apporte récemment, c'est de réaliser que tu peux te débrouiller. Et là, le fait d'être dans une famille avec une correspondante en plus qui ne parlait pas français du tout à l'époque, fallait que je parle anglais, quoi. Fallait que je me débrouille. Et ça, c'était formidable parce qu'en fait, ça m'a permis d'avancer tellement vite. Les gens en face, ils se disent que tu fais un effort parce que tu parles comme eux, et donc ils sont contents aussi, donc ils ont envie de t'encourager dans cette voie-là. Donc c'est un aspect important, je trouve. C'est hyper intéressant ce truc de dire que en voyage tu arrives à un point où t'exploites un peu les compétences un peu random qu'on t'a transmis de manière normale, et que là tu t'y retrouves vraiment confronté, notamment l'apprentissage de l'anglais, mais j'imagine sur plein d'autres trucs, quoi. Ah bah, toutes les galères, à chaque fois, t'es obligé de puiser dans tes ressources, même quand t'es au bout, quoi. Il y a des fois où t'as pas le choix, surtout quand t'es tout seul. Alors là, l'échange scolaire, j'étais en seconde, j'étais assez jeune, on était très encadrés. Il allait pas y avoir de problème. Mais plus tard, dans les voyages plus récents, c'est vrai que quand il y a eu des galères, c'était moi toute seule avec mon sac à dos face à un pays étranger, quoi.
Donc il y avait pas mal de voyages que je voulais aborder avec toi. On en a parlé un peu avant. On a décidé de partir sur l'Amérique du Sud. Pérou, Chili, il me semble. Ouais. Tu en parleras, mais c'est vrai qu'il y a aussi des expériences un peu plus récentes, notamment ta tournée en Corée du Sud. C'était super, super cool de suivre ça. Et puis un tournage à l'étranger, en Sardaigne, donc. Nous allons parler donc de l'Amérique du Sud. Est-ce que tu peux un peu expliquer la genèse de ce projet ? Comment t'as préparé ce voyage ? Comment on fait pour s'apprêter à partir aussi longtemps ? Et comment on appréhende un peu cette aventure ? Tu rigoles parce que j'ai lu mes notes. Non, je rigole parce que je réfléchis à une réponse à te donner et que ça me fait rigoler tellement c'était freestyle, quoi. Parce qu'en fait, donc je suis allée en Amérique du Sud, c'était prévu que je parte pendant 2 mois. J'avais pris mes billets en mai pour partir du 3 janvier au 6 mars, un truc comme ça. Et je devais rentrer au bout de 2 mois parce que j'allais voir Jacob Collier à l'Olympia à Paris. C'était uniquement la raison de rentrer. Oui. J'espère que le concert était bien. Ça valait le coup de rentrer d'Amérique du Sud. Et donc je suis partie 2 mois de janvier à mars et les seuls préparatifs vraiment que j'ai fait, puisque sur place je rejoignais des amis qui habitaient au Chili pendant 1 an puisqu'elles étaient à Sciences Po là-bas, à Valparaiso. Et donc les seules choses que j'ai fait c'est acheter des choses pour être prête à bouger dans tous les territoires possibles, le Chili c'est un pays très très long. Au nord du Chili on a un désert et au sud du Chili on a des montagnes en altitude où il neige. Et je suis allée à Decathlon, puis j'ai commencé par acheter un sac à dos. Tu partais de zéro. Je partais vraiment de zéro. Donc j'ai acheté le backpack. Qui fait si plaisir quand même quand on vadrouille, puisque après quand on est sur la route on croise plein de backpackers comme on dit. Ce que tu es devenu désormais. Je suis devenue une backpackers et je trouve ça très agréable parce que ça fait une petite communauté d'initiés du vagabondage et de la route. Au cours de ce voyage j'étais en mode mais ce sac à dos c'est comme un ami en fait au bout d'un moment. Et donc je l'ai rempli de plein de choses, il y avait une polaire, il y avait une poche à eau pour faire de la rando, j'ai acheté des petites chaussures de randonnée, des Merrell de qualité. Et donc je suis partie en tout début d'année, mais le Covid faisait encore des siennes, et donc il fallait un test PCR. J'étais en jour de l'an en Bretagne, et je suis rentrée chez moi, je partais le lendemain, et nous étions le 1er janvier. Cas contact, non ? Non, mais juste tout est fermé, un 1er janvier, donc tu ne peux pas te faire tester. Donc ça a été énormément de stress pour déjà acquérir un test PCR quelque part, puisque personne ne voulait... ça prenait un temps monstre, en fait, c'était 48 heures de résultats, et je n'avais plus ces 48 heures. Maintenant que t'en parles, ça me revient en tête, j'ai eu le même problème. C'était tellement de stress pour pas grand-chose. Horrible. C'était l'enfer. Vraiment l'enfer. Et puis tout ça pour être négatif, quoi. Bon, voilà. J'aurais préféré ne pas partir et être positif, quoi. Ouais. Vu les efforts engendrés. Oui, c'est ça, tellement d'efforts. Je reçois mes résultats dans la nuit, avant d'aller à l'aéroport. J'allais à Paris le lendemain, je prenais le train tôt. Tous mes problèmes sont donc résolus. J'ai mon test PCR négatif, nickel. Dans la navette pour arriver à l'aéroport, je réalise qu'un papier officiel qui est nécessaire pour rentrer sur le territoire chilien, qui était un pass sanitaire national, dont j'avais fait les démarches longtemps avant, vraiment, j'avais tout fait bien, et je réalise dans le bus que il y a eu un bug informatique, tout n'a pas fonctionné comme prévu, et donc je n'ai pas l'autorisation pour l'instant de rentrer sur le territoire. Mais je suis dans l'avion et je ne sais pas du tout si je vais pouvoir rentrer sur le territoire. Sauf qu'une fois arrivé à Santiago, je descends de l'avion et là, des énormes rassemblements, des gens qui sont derrière des petites bornes là et qui comptabilisent que tu as tout ce qu'il faut. Et moi j'explique, je leur montre, j'ai tout ce qu'il faut, sauf ce putain de passe sanitaire qui n'est pas valide. Surtout que t'as ton passe sanitaire français. J'ai mon ça passait avec 3 doses de oui. Covid. Oh putain. 3 doses de vaccin. Je ne pouvais pas rentrer. Donc ils m'ont demandé de partir. Et ils m'ont dit on vous met dans le prochain avion pour la France et on vous rapatrie aujourd'hui, quoi. Comment tu te sens là, à ce moment-là ? Je pensais vraiment que ce serait pas si intransigeant, alors que le matin, à Paris, j'appelais l'ambassade du Chili en France, l'ambassade française au Chili. J'ai payé 200 balles de forfait téléphonique parce que j'ai appelé là-bas et je parlais en espagnol avec des gens au bout de la ligne, je comprenais rien du tout.
C'était vraiment l'enfer. Et parce que je voulais vraiment me dépatouiller de cette galère. Et puis j'entendais la dame au Chili qui me disait « Oui, bah quand c'est arrivé aux Français qui sont venus, bah ils se sont fait rapatrier directement. Bon, vous pouvez essayer quand même, hein. » J'étais là, bah nickel. Dans l'avion, c'est vrai que j'ai rencontré une Française qui habitait au Chili, donc qui parlait couramment espagnol. Et c'est elle qui m'a accompagnée dans les démarches c'est adorable. une fois à Santiago, qui restait avec moi pour expliquer la situation mieux. Parce que je parle un peu espagnol, j'en ai fait au lycée, j'en ai fait en prépa, donc techniquement j'ai une L2 d'espagnol. Mais une fois sur place, la L2, c'était du vent, quoi. Enfin, vraiment. À ce moment-là, je suis pas hyper bien, mais quand j'apprends que c'est pas possible, il est hors de question que je rentre chez moi, quoi. C'est pas possible que je refasse 16 heures d'avion dans l'autre sens. On avait prévu d'aller au Pérou en février avec mes potes. Est-ce que si je vais au Pérou, moi, là, maintenant, ça les gêne ? Et ils acceptent. Parce qu'en fait, quand tu restes dans l'aéroport avec connexion internationale, bah, tu ne rentres pas sur le sol, donc tu fais ce que tu veux. À partir du moment où j'ai su que je pouvais faire ça, là, mais oh là là, j'étais la reine du pétrole. Hein. Vraiment, dans l'aéroport, j'étais à danser comme ça, sur les tapis roulants. Parce que j'étais en mode... Sur le tapis des valises, d'ailleurs. Ouais. Mais donc, voilà, j'ai eu la possibilité de de rester là et de prendre un billet pour le Pérou, ce que j'ai fait, et j'ai pris sans annulation, parce que pour moi, c'était sûr. Et en plus, je rencontre une fille dans l'aéroport qui, elle aussi, avait eu des galères et qui, donc, avait dormi à l'aéroport cette nuit et puis qui était là « Oh non, mais vas-y, prends sans annulation, ça coûte cher. Et puis ta valise, tu la mets pas en soute, hein. Enfin, ton sac, là, tu le gardes avec toi, tu le mets en haut de l'avion. S'ils disent rien, ils disent rien. Arrête de dépenser des thunes pour ça, là. » Donc moi, je la suis aveuglement. Là, pour l'instant, c'est vraiment tous mes cauchemars d'aéroport. Je suis un flippé de l'aéroport. Rien ne se passe comme... Moi aussi, maintenant, je suis une flippée de l'aéroport. Et donc, je suis là, j'attends mon avion pour le Pérou, et donc je fais les démarches quand même en demandant est-ce que vous pouvez transférer mon sac de l'avion du Chili dans celui pour le Pérou SVP, parce qu'il était encore en soute. Mais là où je suis bête, c'est que je force pas, quoi. Et en fait, forcément, mon sac n'était pas dans l'avion. Donc, j'embarque pour le Pérou. Et au moment où j'embarque, un tout petit peu avant d'embarquer, en fait, je reçois une notification du gouvernement chilien. Et j'ai l'autorisation de rentrer sur le territoire chilien. Parce que ma demande de vaccin a été acceptée en moins de 24 heures au lieu des 12 jours réglementaires. Donc, énorme dilemme. Que fais-je ? Vais-je au Pérou ? Est-ce que je reste au Chili parce que mes amis sont là, mais j'ai mon billet pour le Pérou qui n'est pas annulable ? Donc je perds de la thune. Mais en même temps, mon sac, il est au Chili. Il y a de fortes chances qu'ils me suivent pas au Pérou. Qu'est-ce que je fais ? Bon, je suis montée dans l'avion pour le Pérou. Épisode 2, le Pérou. Je suis dans l'avion pour arriver à Lima et à côté de moi, il y a un monsieur qui doit avoir 50 piges à peu près, qui est péruvien et qui commence à voir que je suis un peu en détresse émotionnelle parce que mon sac n'est pas là. J'avoue qu'à ce moment-là, je suis un peu au bout, quoi. Oui, puis il n'y a rien qui va depuis 24 heures. Voilà, il n'y a rien qui va, je suis en mode, bon, oh là là... J'ai des moments, en fait, j'ai des vagues d'euphorie à ce moment-là, des fois, où je suis en mode tout va bien, tout est résolu, et puis quand là mon sac n'est pas avec moi, je suis un peu en mode non, là c'est pas sympa quand même, là ça commence à faire beaucoup. Le monsieur le remarque, il a une fille qui est à Amsterdam en études toute seule, qui a à peu près mon âge, et donc il se prend d'affection pour moi et il va à tout prix m'aider dans mes galères. Il s'appelle Juan José. Et donc, il m'aide en arrivant à l'aéroport à faire les démarches pour récupérer mon sac, parce que tout est en espagnol. Moi, je vais dans une auberge de jeunesse. Et tous les jours, il m'envoie des messages pour me demander si mon sac est arrivé. Il appelle l'aéroport, parce que moi, je n'ai pas de forfait péruvien, pour demander des nouvelles. Il m'emmène là-bas de temps en temps. Enfin, il y va, même lui. À un moment, on a failli y aller alors, pour voir s'il était arrivé. Donc, pendant 5 jours, il est au taquet, ce monsieur. Toi, tu fais quoi pendant 5 jours ? Moi, pendant 5 jours, je suis à Lima avec mes papiers, mes thunes, un t-shirt, un jean, une culotte. Pas de brosse à dents. Mais c'est là après que j'ai capté. Toujours voyager avec dans son petit sac à main au moins un change et une brosse à dents. Ça allait super quand même parce que j'étais dans une auberge sympa. Les gens étaient trop cool. Je rencontrais des gens en marchant dans la rue. Un mec m'a arrêté en me disant « Ne va pas par là, c'est dangereux. Tu ne sais pas vers où tu marches et tu ne devrais pas faire ça. Tu es blanche, tu es une femme, tu es une touriste. Ne fais pas ça. » Donc après, il m'a servi de guide. On est devenus très potes. Donc en fait, j'ai rencontré des gens super. Je me suis fait piquer 100 balles par un gros Allemand dans la rue. Pardon. En prenant une photo au coin d'une rue, un Allemand m'a arrêté. Il était tout rouge,
en t-shirt, tout transpirant, et je le sentais vraiment pas bien. Et il m'explique qu'il s'est fait voler son sac avec ses papiers, son téléphone, toute sa thune dans un bus, et qu'il est bloqué là, il a même plus de passeport, et donc il a appelé, il est allé à l'ambassade et tout, ils lui ont dit d'attendre quelques jours avant que son passeport se fasse refaire. Il arrive pas à contacter sa femme, il parle pas bien espagnol, rien ne va. Rien ne va. Et moi, qui ai vécu des galères, je suis en mode, mais on est dans la même team, frérot. Mon sac n'est toujours pas revenu, je suis avec toi. Il me demande de lui prêter un peu d'argent, et donc je lui prête 100 balles. Et bien sûr, il me donne un papier avec son nom, son prénom, son adresse, en me disant, tu me recontactes et je te rembourse sans aucun problème, tu viens à Hambourg quand tu veux. Et puis quand j'accepte de lui donner la thune, il est tellement heureux, il me fait des gros câlins et tout. Pour moi, c'est sûr, il y a aucune entourloupe. Le mec est sincère, ce mec est un génie de l'actorat. Il a défoncé le game, il devrait aller... Une bonne leçon d'acting. Ah bah là, je me suis dit, mais je suis face à un maître. Sauf que ça, je me le suis dit 2 mois plus tard, lorsque mes mails n'ont pas eu de réponse et que lorsque j'ai envoyé une lettre à son domicile, elle m'a été renvoyée, adresse inconnue. Ah. Et au bout de 5 jours, mon sac arrive, on va le chercher, et là, tout est bien, qui se passe bien. Et j'ai un maillot de bain, donc je peux aller me baigner, parce que Lima est une ville qui est au bord de la mer, en fait. Donc, en 15 minutes à pied de mon hostel, moins que ça, 10 minutes, j'étais dans la flotte, qui était à une température idyllique. Pendant 2 semaines, je suis là-bas toute seule. T'es solo ? Toute seule, et mes potes arrivent donc au bout de 2 semaines, elles décident elles aussi de changer les plans. Et du Chili, où elles habitaient, où elles avaient commencé à emménager pour y rester longtemps, parce qu'elles venaient d'arriver aussi. Elles viennent au Pérou pour une durée indéterminée. On se dit qu'on ira au Chili en deuxième partie de voyage pour vadrouiller au Chili aussi, quoi. C'est un gros voyage, donc ça s'organise beaucoup à l'avance, tu planifies, etc. Comment tu vis le fait de changer les plans comme ça ? Et bah, je t'avoue que de mon côté, c'était pas planifié. Parce que mes amies qui étaient au Chili, c'est elles qui avaient les infos, et moi j'étais partie pour les suivre aveuglement, en fait. Et elle-même n'y connaissait pas grand-chose au Chili, elle venait d'arriver, donc elle se renseignait un petit peu. Et le Pérou, on avait prévu de le faire après. J'étais beaucoup avec les gens de l'hostel, parce qu'il y avait une grosse bande de backpackers. Même de tout, en fait. C'est marrant, c'est des typiques toujours très différents. Et j'étais avec beaucoup de gens plus vieux, qui étaient pas de mon âge, et il y avait un Uruguayen qui était... non, un Argentin, et sa meuf qui était péruvienne, et ils voulaient passer au Paraguay, et donc ils attendaient que les frontières réouvrent. J'ai eu un truc comme ça au Costa Rica, mais c'est vrai qu'il y avait plein de profils différents. Je me souviens d'un Uruguayen qui était parti se réfugier au Costa Rica, et qui se réveille un matin en gémissant à côté de nous. Du coup on lui parle et tout, et en fait il dit en fait je suis venu là parce que j'ai une balle là et une balle là, et que ma peau s'est refermée parce que ça fait 1 semaine, et que les hôpitaux sont pas dispo. Du coup on parlait avec un mec qui sereinement avait 2 balles dans le corps et qui attendait de se faire opérer. Mais c'est formidable, ça c'est formidable avec les auberges, parce que tu rencontres des personnages. Pendant 1 heure c'était notre frérot, et puis après plus jamais revu. Et donc j'étais là-bas, et cette auberge-là, pour moi qui venait d'arriver, qui était toute seule, qui avait pas de repères, c'était ma première fois dans un pays toute seule et aussi loin de chez moi, en fait. Ça a fait une espèce de... l'auberge espagnole, enfin... C'était une cour des miracles, ce truc, quoi. Il y avait des gens qui venaient, qui repartaient, et puis il y avait ceux qui travaillaient en tant que bénévoles. Il y avait un Vénézuélien, un Colombien, Louis le gérant qui était péruvien, mais qui était d'origine japonaise. Enfin, c'était que des personnages atypiques, et tout le monde était très différent. Il y a eu un groupe d'Égyptiens qui est arrivé à un moment, et ils parlaient pas un mot d'espagnol ou d'anglais, donc ils utilisaient Google Traduction pour communiquer avec nous. Tout est magique là-dedans, et il y a une vie, chacun fait sa petite vie, mais on est quand même tous ensemble, et il y a vraiment une vie collective qui s'est installée. Donc en fait, j'étais toute seule, mais j'étais jamais toute seule. Jamais vraiment toute seule. Toi, t'as du mal en général à aller vers les gens ou... Non, ça me pose pas trop de problèmes, mais là, surtout dans un contexte comme ça... Pour moi, faire le choix d'aller en hostel, en auberge, si t'y vas pour te mettre dans ton coin et rencontrer personne, je pense que tu vas plus souffrir qu'autre chose, parce que... Et moi, il se trouve que de l'auberge où j'étais aussi, ça fumait beaucoup de weed. Ah, on y vient. On y vient. Je me suis retrouvée à faire un petit transfert un soir. J'avais un tote bag à l'épaule rempli, quoi. Ça, tu me mettras si tu veux, mais... Attends, pardon. T'as fait une petite livraison. Comment il s'appelait, le petit loulou Peut-être pas obligé de le nommer.
Si t'as son adresse également. Un bénévole qui était là, avec qui je m'entendais très bien aussi, et qui nous dit à moi et à une Colombienne, il nous dit venez, on va se promener, faut que je récupère quelque chose. Et on va jusqu'à un arrêt de tram, et il y a un pote à lui qui lui file un tote bag. Et il me dit, tiens, prends-le, ça passe bien sur toi, parce que j'étais en jupe, et avec mon petit tote bag, ça faisait vraiment petite citadine. Ça sent bizarre, non? Bah écoute, sur le coup, j'étais vraiment en mode, bon, qu'est-ce que c'est que dans ce sac? Et j'arrive à l'auberge, et en fait, il y avait mais c'était énorme, quoi. Il devait y avoir 100. Ça, c'était formidable, parce que tu vois vraiment que tout le monde se prête quoi que ce soit. Il y en a, ils arrivent, ils sont en mode tu veux fumer, mais il est vraiment 14h quoi, et eux ils font ça depuis 9h du mat, et donc c'est pour tout le monde, et ça aussi c'était trop bien, c'était hyper convivial. Et les Égyptiens aussi qui avaient pas la même manière de faire, qui fumaient pas les mêmes choses et qui nous proposaient pas aussi les mêmes choses, et qui étaient enfin c'était vraiment rigolo ça. C'est marrant, c'est l'approche du voyage par le partage de la de la fumette, si j'ose dire. Ah bah ça a continué après, parce qu'il y en a tout au long de mon voyage, j'ai rencontré des gens soit qui fumaient eux-mêmes, soit il y en a même qui faisaient pousser aussi, qui nous faisaient goûter. C'est marrant, on dirait ce que tu sais quand tu offres une Wonderbox Oui. saveur viticole ou L'activité weed. Non mais ça c'était cool. Mais donc c'est vrai que pendant les 2 semaines où j'étais toute seule, c'était beaucoup de promenades, parce que mine de rien j'ai exploré tous les environs que je pouvais de Lima. Il y en a beaucoup que j'ai pas vu encore, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Les musées qu'il y avait, je suis allée au ciné, je me suis promenée avec les gens de l'hostel. J'allais me baigner beaucoup, quasi une fois par jour, souvent de nuit aussi, parce que je trouvais qu'elle était encore hyper bonne de nuit. Et puis bah sinon j'étais défoncée quoi. Mais tranquille, ça m'empêchait pas de faire des trucs. Mais c'est vrai que les soirs, je me rappelle, c'était souvent des soirées à l'hostel où on était tous ensemble, et on écoutait de la musique, on en faisait, et puis on fumait. le mood de hippie. Est-ce que t'as eu des moments de lucidité, justement, quand tu fumais, genre tu réalises où t'es, ce que tu fais, et que rien n'a de sens quand même depuis le début de ton voyage? Je crois que c'était surtout c'était le matin quand je me réveillais et que j'entendais la guitare il y avait Daniel qui jouait de la guitare magnifiquement bien en bas. J'ai l'impression d'être dans la chanson de Maxime Le Forestier. Oui, mais c'est vrai. C'est un peu ça quoi. Enfin, et donc lui il jouait en bas souvent, et il chantait, il avait une voix comme ça, et il chantait en espagnol, mais en fait il était abîmé par tout ce qu'il fumait, ce mec là. Dès qu'il fumait une taf, il toussait tous ses poumons, ça me rendait malade. Mais il était là avec sa guitare, il continuait de chanter, et c'était formidable. Donc ça, je me réveillais avec ce son là. C'est accroché à la vie, le Daniel. Ouais. Donc il y avait lui, il y avait toujours la télé en boucle dans le hall, avec les gros films américains, avec Vin Diesel là, parce qu'il regarde que ça. Il n'y a pas vraiment de connaissance et d'intérêt, en tout cas à la télé, pour le cinéma autre que américain, blockbuster quoi. Et puis des gens qui font la cuisine aussi, mais c'était tout petit comme auberge, donc en fait on était tout le temps ensemble. Je crois que j'ai envie d'y aller. Mais vas-y, parce que ça fait miteux un peu, parce que encore mieux. Enfin tu vois, c'était pas toujours ultra confort, mais il y avait très peu d'endroits où être, donc en fait on était tout le temps tous ensemble. Aller à Passions Barranco, les gens sont super, et c'est dans un super quartier, et c'est pas cher. Tu m'avais parlé de Machu Picchu et de Nazca. Ouais. Du coup, la question qui s'articule un peu autour de ça, c'est, parce que je crois qu'on en avait parlé, mais ce rapport entre faire des merveilles du monde, donc qui sont quand même des choses touristiques, mais avec un côté aventure, et en même temps tout en restant en contact avec la culture locale, etc. quoi. Au Pérou, je sais pas si c'est conciliable. Ok. Ce truc d'aventure et ça l'est forcément pour beaucoup de gens, je pense qu'ils ont réussi. Moi, l'expérience que j'en ai, on a fait que de bouger. En tout, on a dû faire 7 villes, et donc à chaque fois des visites. Et au Pérou, il faut savoir que c'est très touristique comme pays, et c'est très organisé. Donc, quand on va dans une ville et qu'on veut faire une visite qui est à l'écart de la ville, comme on n'a pas de véhicule, il faut aller dans une agence, ou alors c'est organisé pour nous, mais en général, c'est un package, on achète ça, c'est des tours, et donc on part en tour, le transport est compris, la visite aussi, avec un timing limité quand même, parfois la nourriture, parfois des nuits en hébergement si la visite prend plusieurs jours, et puis on revient après. Mais donc ça fait que
t'es pas tout seul quand tu pars visiter des choses. Honnêtement, c'est conseillé parce que c'est pas un pays qui est ultra safe. Même si moi, je dois avouer que je me suis jamais sentie en insécurité là-bas. Après, j'étais jamais toute seule, mais j'ai vu des filles qui voyageaient toutes seules notamment et qui n'avaient aucun problème. Je pense que ça se fait. Quand on faisait des visites, voilà, c'était toujours accompagné. On pouvait pas y aller sans guide, on pouvait pas y aller sans groupe non plus. J'ai pas été toute seule dans la jungle, par exemple. Expérience personnelle, jamais je fous un pied seul dans la jungle. Ouais. C'est le paysage qui m'a le plus fasciné, mais c'est le paysage qui m'a le plus terrifié. Ouais. Bah moi, je trouve ça hyper apaisant, en fait, mais effectivement, j'irai pas toute seule. Bah, c'est ouf, mais tu mets un pied en dehors du chemin, je pense que tu te donnes même pas, moi je me donne même pas 24 heures, quoi. Mike Horn, il a tenu très longtemps. Peut-être 20 et 25 heures, parce que j'ai beaucoup regardé Mike Horn et Man vs Wild, mais... non, mais ça, ouais. Mais en fait, donc on était à Lima. On est monté à Huaraz, qui est une ville un peu au nord. Donc là, on était dans les montagnes très hautes. On est descendu ensuite, en repassant par Lima, on est allé à Paracas, qui est au bord de la mer, qui est vraiment, pour le coup, tout l'inverse de Huaraz dans les montagnes, c'est vraiment l'inverse. Nazca. Ensuite, on a fait Ica. Après, on a fait Arequipa, qui est tout au sud. Et ensuite, on a fait Cusco, le fameux point des Incas. Vous avez beaucoup bougé, quand même. On a beaucoup bougé, ouais. Et après, on est retourné à Lima pour aller au Chili. Et donc, ce côté dont tu parlais de l'historique, enfin, de la civilisation péruvienne... Ça, par contre, je trouve que au Pérou, ce qui est super, c'est que justement, c'est très touristique, c'est très organisé pour les touristes, parce que une grosse part de leur économie est basée là-dessus, et qui sont en pleine revalorisation de leur histoire. Mais le fait d'être avec des guides tout le temps, c'est quand même trop bien, parce que les mecs, enfin, ils t'informent vraiment, quoi. Je pense que si on était en mode aventure, avec nos sacs à dos tout le temps toute seule, j'aurais tellement appris moins de choses, probablement, parce que j'en ai fait l'expérience au Chili et j'ai rencontré des gens, mais d'un point de vue culturel et historique, j'en sais pas tant que ce que je sais sur le Pérou aujourd'hui, grâce à toutes les visites que j'ai fait avec des guides. Et les guides là-bas sont vraiment fiers d'être péruviens, et en même temps, ils peuvent te dire sans aucun tabou ce qu'ils pensent de leur pays, et ce qu'ils pensent des défauts dans leur histoire, de la discrimination envers les peuples qui parlent quechua, par exemple, qui est une langue qui est encore présente. Il y en a 2-3 qu'on a fait où, pour le coup, c'était vraiment pas bien, parce que c'était trop fait, trop conçu, réfléchi, organisé pour le touriste. Et donc, ça perdait toute authenticité, vraiment. C'était l'enfer. Mais tous ceux que j'ai fait avec des gens qui étaient passionnés et où ça valait le coup d'aller voir l'endroit sans qu'on ait l'impression d'acheter quelque chose, en fait. Parce que moi, nous, ce qu'on veut, c'est de l'échange, c'est d'apprendre des trucs avec des gens. Mais alors oui, on paye pour les services de transport, tout ça, mais pas pour la rencontre, en fait. Okay. Donc il y a des visites qui veulent t'amener au cœur de la population péruvienne. Des fois, ça marche, et parfois, ça marche pas très bien, parce qu'en fait... tu sens très bien que tout est fait de manière artificielle. Un exemple notamment sur les îles du lac Titicaca, qu'on prononce d'ailleurs Titicaca, attention. Et Merci de rétablir la vérité. Putain, on va plus pouvoir vanner maintenant. Bah, le guide est très sérieux avec ça, quoi. Il disait, on ne dit pas Titicaca, on dit Titicaca. Et donc, on était là, et en fait, on a dormi chez l'habitant, mais c'était dans les îles Titicaca, ils ont installé ce système-là pour amener des revenus aux habitants. Donc, ils font venir des touristes, ils les accueillent chez eux, ils dorment une nuit chez eux, et après ils repartent. Mais moi, je me suis retrouvée dans une famille où ils étaient très gentils, hein, mais par contre, ils faisaient vraiment ça juste parce qu'ils devaient le faire. On n'a pas échangé tant que ça, et on s'est retrouvés entre touristes, habillés en vêtements traditionnels des îles Titicaca, dans une salle des fêtes, à danser sur de la musique péruvienne, mais dans la salle des fêtes, il y avait que des touristes habillés en péruvien des îles, quoi. Oh mon Dieu. Et ça, c'était... vraiment gênant, enfin on n'était pas bien du tout là-bas, quoi. Faut pas mettre en scène ce genre de choses, et là c'était clairement, tout était mis en scène, quoi. Bah, c'est dommage, parce que en soi, accueillir pour avoir de l'argent, ça se fait énormément de pays, notamment énormément en Angleterre pour les échanges scolaires. Mais j'ai l'impression que les familles qui accueillent ont quand même une volonté de faire découvrir des choses. En Angleterre ? Ouais. Moi j'ai pas eu ça, et vraiment, toute notre école quand on y est allé, et apparemment ça s'est beaucoup démocratisé, ce truc-là. Quand tu passes par des agences, t'as plus de correspondants, il y a même plus d'enfants, c'est des gens qui vivent tout seuls, qui t'adressent pas un mot. Donc autant ça peut être agréable, mais là, c'est juste pas naturel, en fait. C'est ce qu'ils en font derrière. En soi, je pense que si ça s'était passé autrement, t'aurais peut-être passé un meilleur moment avec la famille et tout. Mais ce qui est affreux, c'est qu'ils te disent bien, c'est notre moyen de revenu.
Donc merci d'être là, merci de faire ça, parce qu'on a besoin de vous. Et tu vois des familles qui notamment sur les îles flottantes, il y a des gens qui habitent dessus, à ce qu'ils disent. Mais en fait, nous, on s'est retrouvés dans un endroit, ils habitaient pas du tout dessus. C'était de la mise en scène. Il y avait une maison, mais je suis même pas sûre qu'ils dorment dedans, en fait. Wow. Et ils font leurs petits objets à la main qui sont magnifiques. Toi, tu viens les voir, ils t'expliquent et tout. Et après, il faut que tu achètes. Si tu n'achètes pas, tu participes à leur misère, en fait. Mais ils sont déjà dans la misère, ces gens-là. Enfin, et toi, du coup, ça te met dans un rapport où tu es en mode, mais est-ce que c'est vraiment ce genre de tourisme que j'ai envie de faire ? Parce que là, ça me culpabilise, parce que je sais très bien que ces gens, ils ont pas ce que j'ai et qu'il faudrait que j'achète quelque chose pour les aider. Tout est tellement forcé, en fait. Rien n'est naturel. Donc toi, ça t'encourage pas du tout à le faire. Et puis j'imagine que ça te gâche le moment, en fait. Ah ouais. Tout en entier. Enfin, c'était horrible. À aucun moment, tu prends du plaisir. Les enfants, il y a plein d'enfants qui sont là, qui chantent pour toi. Et tu dis, oh, trop bien, ils chantent. Puis à la fin, forcément, ils te demandent de l'argent. Mais toi, t'as pas compris que c'est des enfants qui te demandent de l'argent parce que ce sont des enfants. Donc tu te dis, non. Trop bien, ils chantent. Toi, on dirait que t'arrives dans un village de Noël et que tout est faux. Ah, mais moi, je crédule, hein. Moi, c'est vraiment la joie de vivre avant tout. Hein. Mais ça, c'est vrai, c'est dans la vie aussi, dans les rues, en capitale, beaucoup d'enfants qui sont là avec leurs parents, qui vendent des trucs typiques de touristes, mais habillés en vêtements traditionnels, mais on est dans le centre-ville, il y a personne qui est habillé comme ça, faut aller dans la campagne pour voir des gens comme ça, et là ils sont là et tout est mis en scène. T'as quand même réussi à faire des trucs où tu t'en sors pour pas trop cher, mais tu kiffes et c'est cool, des trucs où c'est absolument pas naturel, c'est mauvais et c'est éthiquement tu t'y retrouves pas, quoi. Parce que nous on arrive dans une ville, on nous dit ce tour-là il est bien, faites-le, on le fait. On se pose pas la question. Donc ouais, on a dépensé beaucoup de thunes dans des tours parce qu'on voulait visiter les environs, quoi. Si on était resté aux villes, on aurait moins dépensé. Mais... Puis je crois que, moi en tout cas, j'avais ça au Costa Rica. Comme on était 5, t'as des méga réducs plutôt qu'on avait calculé, genre pour avoir un taxi pour traverser le pays, on en avait pour privatiser un bus, ça nous coûtait 3 fois moins cher que si chacun prenait un billet, tu vois. Ah ouais. Donc on se retrouvait dans des minibus, des trucs comme ça et ce qui du coup t'as un mec le chauffeur qui est avec toi et qui est juste chauffeur, donc du coup ça devient vite ton pote. Ouais, de ouf. Et dès que tu veux t'arrêter, il fait des détours et tout, il s'en fout, du coup ça c'est quand même vachement bien. C'était vraiment des super expériences qui, du coup on faisait pas du tourisme, on était juste en train de se déplacer, mais qui rendent ces moments-là super agréables. Et oui, je vois très bien ce truc de tu payes un véhicule avec quelqu'un dedans, quoi. Et la personne en plus c'est un local, donc il va t'expliquer des trucs aussi et c'est cool, quoi. Au Pérou, un truc très bien, c'est les bus-lits. Je voulais en parler parce que si un jour... Tu confonds avec Bruce Lee. Ouais, oui. Quelqu'un qui écoute ce podcast ne sait pas quoi lancer en France comme idée révolutionnaire pour démocratiser les bus. Faites des bus-lits. Des bus-lits. C'est génial parce que c'est un canapé. Enfin, c'est un lit, quoi. Mais en bus. Mais c'est un fauteuil très très confortable, qui peut s'incliner quand même pas mal. Mais tu es bien là-dedans, c'est formidable. Et tu peux quand même rentrer, il y en a quelques-uns quand même. Je pense que dans le bus, on est au moins 100... Pardon. Non, j'exagère beaucoup là. Un bus, c'est 50 places, je crois, un bus scolaire. Alors là, on doit être 40, parce que ça prend un peu plus de place, un gros siège que... Voilà. Mais ça, tu te fais des trajets de nuit, mais dans un confort incroyable. C'est comme un train couchette, quoi, mais en bus. C'est ce que j'allais dire. Puis j'imagine qu'il n'y a pas de réseau ferroviaire. Il n'y a pas du tout de train... Enfin, il y a dû en avoir, quand même, mais c'est pas très développé. Est-ce qu'on parlerait pas de la tourista, Juliette ? Oui. À cause de ces changements très fréquents de ville et d'altitude, j'imagine, et ce qui devait arriver arriva. Est-ce que t'avais prévu d'être malade ? T'avais pris des médocs, des trucs au cas où ? J'avais des médocs qui n'étaient pas sur ordonnance, donc ce qu'on peut trouver en pharmacie facilement. Des trucs... Smectas, Fondolip, et puis... Voilà, des trucs anti-diarrhéiques, des trucs au contraire anti-constipation, mais tout sans ordonnance. Donc en fait, je sais pas vraiment si c'est très, très, très efficace. Mais... Donc j'étais avec 2 amies. Et il y en a une d'entre elles qui est tombée malade. On a quitté Lima, donc la capitale, une fois qu'elles sont arrivées. On est allé à Huaraz en altitude. Peut-être que c'est à cause du changement d'altitude. Ou alors parce qu'on avait mangé trop de maracuja. Je prendrais la deuxième réponse. Parce que je sais pas ce que c'est le maracuja. Et en général, quand tu manges un truc, tu sais pas ce que c'est. C'est un fruit.
C'est un fruit qu'on trouve en jus. En fait, ils le font en jus, mais nous, on le mangeait à la cuillère parce qu'on trouvait ça trop bon. Sauf qu'ils nous regardaient avec des grands yeux et ils disaient « Quoi ? Mais vous ne me faites pas en jus ?» Parce que moi, j'en avais déjà mangé en France des comme ça, à la cuillère, en fait. J'ai de la famille qui adore ça et quand ils en trouvent, ils les mangent à la cuillère. Donc pour moi, ça se mangeait comme ça, en fait. Sauf que là-bas, les maracujas, ils sont beaucoup plus gros que ceux que j'avais pu manger, donc c'était autre chose. Et j'ai une de mes amies qui aimait beaucoup ça. Mais en général, moi, on m'a toujours dit faire gaffe aux fruits, aux glaces, aux fruits et à l'eau. Mais aux fruits surtout parce que les fruits, c'est gorgé d'eau. Moi, je suis pas persuadée que ce soit ça. L'eau, il y a moyen, mais je pense pas non plus parce que, par exemple, moi, quand je suis arrivée à Lima, j'avais oublié le fait qu'il fallait pas boire au robinet. Donc j'ai passé une semaine à boire l'eau du robinet. Ça commence très très bien. Donc j'ai déjà été un peu malade à ce moment-là. Mais ça allait encore. Je pouvais quand même continuer ma life sans trop me poser de questions. Mais c'est vrai que j'ai des moments où je me disais, bah tiens, c'est curieux. C'est justement Juan Rosé, mon protecteur. Ton mentor. Qui à un moment où on allait manger justement avec sa fille qui était là, on allait manger au resto ensemble. Et il m'a dit, mais tu bois l'eau du robinet? J'étais ah oui. Il m'a dit ah faut pas. Enfin il m'a dit tu peux, mais vaut mieux pas. Et donc ensuite on buvait bien sûr de l'eau mais que en bouteille. Par contre ça veut dire énorme consommation de bouteilles plastiques constamment. C'est hallucinant. Bah toi tu me parlais en Afrique où c'était encore pire avec les poches, les sacs plastiques quoi. Autant tu consommes de la bouteille. Tu sais que le pays ne dispose pas de tri et de recyclage. Là, tu sais que la catastrophe, elle est vraiment là. Bon, autant déjà en France, c'est une cata, mais au moins, il y a le recyclage derrière. Ouais, non, c'est énormément de déchets plastiques. Et pareil, les sacs plastiques aussi là-bas. Je me rappelle quand on allait faire des courses, ils te mettent dans un sac plastique, ils me en mettent un deuxième, tu sais pas, des fois ils emballent des aliments sans raison. Donc tu te retrouves avec 14 sacs plastiques dans un sac plastique avec 2-3 courses au fond. Enfin, c'est très bizarre. Et donc voilà, peut-être les maracujas, je sais pas, mais donc au cours d'une randonnée, j'ai le souvenir que mon ami se sent pas très bien, mais ça l'a fait encore rigoler à ce stade. Et puis le lendemain... On a combien de mètres d'altitude là ? Là, on était à 3500 à cette rando-là. Et puis le lendemain, on s'est fait un truc à 4600. Et la veille, on avait fait 4000. Et mon ami donc est tombé gravement malade au point de rester dans une chambre à pas pouvoir sortir, à être toute faible, quoi, à rien pouvoir avaler. Elle vomissait aussi en plus. Sauf que nous, avec notre mode de vie et tout, il arrivait à cause de la maladie qu'on a chopée les unes après les autres. On était 3 ou 4 et on est 3 donc à être tombé malade. Moi, je me sentais invincible et au bout de 3 semaines, je l'ai chopé, donc je faisais beaucoup moins la maline. Ça a duré quasiment tout le voyage, en fait. Ah bah, pour ma pote qui est tombée malade la première, ça a duré facile 1 mois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu manges, il faut que tu aies des toilettes à proximité, parce que tu sais jamais. Et puis des fois, ça allait mieux, et puis des fois, il y avait des rechutes. Elle a fait 3 rechutes. Mon autre pote, elle est tombée malade une fois, elle a fait une deuxième rechute. Moi, je suis tombée malade qu'une fois. Vous êtes pas allé à l'hôpital ou aller voir des médecins, des trucs Non, même si c'est ce qu'on nous préconisait. Mais c'est vrai que... Oui. Même t'as ça en France, en général. Oui. En fait, je sais plus trop pourquoi on l'a pas fait, mais moi, j'avais des médicaments donc, dans mon sac que je leur ai filés. Tout ne marchait pas. Là-bas, il y avait 2 pharmacies très connues, c'était les Inca Pharma, et je ne sais plus le nom de l'autre. Farminca, un truc comme ça. Un jeu de mots avec les Incas, ils sont trop fans des jeux de mots avec les Incas. Mais donc, c'est là qu'on allait s'approvisionner en médicaments. D'ailleurs, truc marrant, là-bas, ils font les médicaments à la pièce, pas en boîte. Donc tu payes, par exemple, 6 comprimés. Et pas une boîte. Mais ça marchait pas ultra bien, c'est vrai. Les filles disaient non, mais on ira chez le médecin quand on retournera au Chili, machin. Mais ça voulait juste dire que de temps en temps, il y avait une journée, on aurait pu faire quelque chose, une sortie, où on allait se calmer, quoi. Mais ça nous forçait aussi à nous calmer, parce que c'est vrai qu'on faisait énormément de choses. En très peu de temps, on bougeait beaucoup, on était épuisés. Et ça joue aussi, je pense. Donc je pense que oui, bien sûr, on s'est tiré une balle dans le pied avec ça, avec le rythme qu'on avait. Et puis les changements d'altitude constants, parce que on était très normal. On est monté très haut, on est redescendu dans le désert, et après on est remonté à Cusco, encore en altitude. Donc ça n'a pas arrêté. Et à chaque fois, ça nous immobilisait l'une puis l'autre au lit pendant une journée, 2 jours. Mais heureusement, on n'est jamais vraiment tombé très malade toutes les 3 en même temps. Donc on a toujours pu s'occuper les unes des autres, se faire à manger, acheter de l'eau, enfin des trucs comme ça. Et moi, ce qui m'a sauvée quand j'étais malade, c'était les plantes.
parce que je suis tombée malade donc au niveau de quand on était à côté du lac Titicaca, et le fameux Bruno de Puno me conseillait des herbes et des fleurs et des plantes par terre devant tout le monde, devant le groupe de 20 personnes, en disant tiens Juliette, c'est bien pour ce que t'as. Donc ça me mettait vraiment en confiance, c'était un plaisir. Et donc les plantes là-bas avec la famille qui cultivait dans leur jardin aussi, ils avaient plein de trucs. Ça, c'était cool quand même de leur part de me faire des petites infusions magiques. Et je pense que ça m'a énormément soignée très vite, parce que les filles, elles ont eu des rechutes et pas moi. C'est hyper intéressant, genre en termes de logistique, il y a un moment où t'es obligé de le dire à tout le monde, parce que ouais. C'est marrant, ça fait un peu sauter un tabou aussi. Oui, puis on rencontrait des gens qui étaient très bien physiquement, qui étaient en voyage et qui kiffaient, qui étaient à fond. Et nous, des fois, il y en avait une de nous qui était toute pâle, à pas pouvoir marcher. Qu'est-ce qu'elle a? Bah oui. Bah la chiasse principalement. Voilà. Mais attends, mais pendant les randos, mais ça devait être horrible. Ouais, les randos, c'était le plus dur. Et puis moi, en plus, je la poussais, ma pote qui est tombée malade en première, j'étais là, allez, tu peux le faire. Le guide aussi, tu puedes. Elle regardait, elle faisait, no puedo. Et tu sais, je comprenais pas encore qu'elle était malade. Et qu'en fait, si elle pouvait pas avancer, c'est parce qu'elle allait se vider à chaque pas, en fait. C'était pas, tu vois. Oui. Et on était censé monter de se faire 1000 mètres supplémentaires à pied, quoi. C'est vrai que c'était difficile, je me rappelle notamment dans les terminaux de bus, où on arrivait le soir et que les toilettes là-bas, c'était toujours un sol pour rentrer, donc l'équivalent de 20 centimes. Mais à chaque fois, fallait les avoir, donc à chaque fois, on était là avec notre petite pièce, et puis il y en avait une qui était là, vite, trouve ta petite pièce. Voilà, 40 sols. Donc ça, c'était... Ouais. Mais en fait, c'est le côté pas cool, mais qui finalement nous fait rigoler maintenant. Mais là, j'ai beaucoup parlé du Pérou. Est-ce que je fais un tout petit topo sur le Chili ? Fais un topo sur le Chili. Est-ce que déjà, en termes de vol, la transition s'est faite... Ça aurait été trop simple. Donc on a fait Cusco-Lima en vol. Je crois qu'on avait un plan quand on avait pris notre vol. On était censé faire Cusco et après aller à Puerto Maldonado, qui est un bled qui est encore plus à l'est et qui est en plein dans la jungle. Et en fait, le bus, en rentrant du Machu Picchu, sortie incroyable d'ailleurs, si vous allez au Pérou, faites le Machu Picchu absolument, ne vous dites pas c'est trop touristique, faut pas le faire. En fait, le Machu Picchu, il y a plusieurs voies d'y accéder déjà, mais il faut compter à partir de Cusco 6 heures de bus dans des routes qui sont dans un état déplorable, où on peut tomber dans le ravin à n'importe quel moment. Il arrive parfois que des bus tombent d'ailleurs, remplis de touristes, un plaisir. Donc on n'est pas très serein, moi je préférais dormir en général. Et on arrive là-bas, on marche 3 heures le long de rails de train, un train qu'on peut également prendre pour que ce soit pas de la marche. Et ensuite, là, on arrive à un bled qui s'appelle Aguascalientes, je crois. Et à partir de là, on peut marcher jusqu'au Machu Picchu ou prendre un bus qui prend 25 minutes. Si on marche, c'est 1h30 et c'est un escalier. Donc c'est 1 heure de montée de marche. Donc il faut être préparé un petit peu physiquement. Et je me rappelle que je montais les escaliers. Mes potes, elles étaient restées derrière. Elles avançaient plus doucement parce que il était 5 heures du mat. Comme ça, il fait pas trop chaud. Le jour se levait. J'entendais les bruits de la jungle. J'avais un peu tracé, moi. Et j'en pouvais plus, quoi. J'avance plus. Je sais même pas où je suis dans l'escalier, en fait. T'as pas de référence, donc tu sais pas. Et je suis arrivée là-haut. Et là, mais c'est une sensation une satisfaction de l'avoir fait. Et le jour se levait, je voyais, j'étais au sommet, quoi, parce que le Machu Picchu, c'est entouré de montagnes. Donc tu vois les montagnes autour, pleines d'arbres, enfin c'est magnifique. Et t'entends les bruits des oiseaux, tout ça. Et les visites allaient commencer. Et mes potes arrivent en haut, on rentre dans le Machu Picchu parce que notre guide était arrivé. Et moi, tout le long, je suis en mode, bon, c'est le Machu Picchu, qu'est-ce qu'on va découvrir, quoi. Et en fait, quand t'arrives devant, t'as beau l'avoir vu sur toutes les cartes postales, tu te dis, ah ouais. Et tu te rends vraiment compte que c'est un lieu qui est énorme et que c'est tellement fort comme endroit. Et je crois que c'est un des premiers endroits où ça m'a fait ça. Un endroit historique et connu. Enfin, c'est une merveille du monde, quoi. Il est connu de tous. Enfin, et en fait, je pensais vraiment que ça allait me faire un petit truc de... Bon, je l'ai déjà vu, quoi. Non, en fait, c'est formidable, quoi. La sensation que t'as là-bas, tu te rends vraiment compte de ce que c'est et c'est trop chouette. Nous en étions au retour au Chili. Au retour au Chili. Donc avion au lieu de bus. Voilà, avion de Cusco à Lima et ensuite de Lima à Santiago, donc, puisque j'avais donc l'autorisation de rentrer sur le territoire depuis belle lurette, puisque depuis le premier jour en fait. T'attendais ton passe. Sur cet avion Lima-Santiago, j'étais accompagnée de donc mon amie Maëlle. Morgane, qui était avec nous pendant le voyage, était bloquée à Lima puisqu'elle n'avait pas pu prendre de place dans le même avion que nous pour des galères, donc elle est restée 5 jours en plus à Lima.
Et puis elle a kiffé, elle me disait oh je sais pas ce que je vais pouvoir faire. J'étais là t'inquiète pas, Lima c'est la ville du kiff. Et effectivement, elle a passé un très bon séjour. Mais donc nous avec Maëlle, on se rend à l'aéroport de bon matin et on arrive 3 heures avant notre avion là-bas. Et en fait, on avait pris sur un site qui je pensais était correct, mais on n'avait eu aucun lien pour s'enregistrer. Donc on arrive là-bas, la bouche en cœur, et là une dame nous apprend ah oui mais bah non. Vous ne pouvez plus rentrer dans l'avion. Parce qu'apparemment, il y a eu du surbooking. Donc, c'est quand les compagnies aériennes, en général, disent qu'ils ont 20% de place de plus que ce qu'ils ont réellement pour ne pas perdre de sous. Parce qu'il y a toujours des passagers qui ne se pointent pas. Donc, on était les deux glandus qui arrivent trop tard pour s'enregistrer. Et donc, on ne pouvait pas monter dans notre avion. La dame nous dit revenez dans 1 heure, il y a un autre avion qui part pour Santiago. Vous aurez sûrement de la place, il y aura des gens qui viendront pas. On est encore confiants à ce moment-là, mais en fait, il n'y a pas de place du tout non plus. Et donc là, la dame nous dit, il va falloir appeler le call center, décaler le vol, payer la différence. On avait déjà payé nos billets, mais tellement cher. Alors que c'est un trajet qui peut se faire en transport sur la route. Enfin, il y a une route qui traverse le Pérou et le Chili, c'est des pays voisins. Mais les frontières étaient fermées à ce moment-là. Donc on était obligé de passer par l'avion avec toujours un test PCR avant. Et donc là, on ne pouvait pas monter dans le nôtre et la dame était catégorique, quoi, ça ne va pas le faire. Maëlle, qui commence à péter un câble d'angoisse, elle me dit, mais j'ai plus d'argent. Ça fait 1 mois que vous la collez. Voilà, on est là, on se fait taxi, hostel, resto tout le temps parce que c'est pas cher. Au bout d'un moment, les vols, c'était cher. Les vols, c'était très cher. Donc Maëlle, elle pouvait plus en prendre un nouveau. Et moi, je lui dis, attends, on va voir, on va appeler le call center. On n'a toujours pas de forfait péruvien, donc on essaye de voir avec des gens pour qu'ils nous prêtent leur téléphone, qu'on appelle le call center et tout. Enfin, ça va être une galère sans nom, on n'était pas sereine. Et il y a une fille qui a 13 ans, je crois, un truc comme ça, qui commence à nous parler parce qu'elle parle français. Elle nous dit « Ah, c'est marrant, mon père est français, ma mère elle est péruvienne, mais j'habite là, on a un peu des galères, tu peux pas nous aider ?» Et elle dit « Bah moi je sais pas, parce qu'on lui demande son téléphone, est-ce que tu peux nous permettre d'appeler le call center ?» Elle nous dit « Moi je sais pas trop, par contre il y a ma mère là, vous pouvez lui demander. » Et sa mère, cette femme formidable, nous dit « Il est hors de question que vous payiez quoi que ce soit. Vous allez les voir, c'est leur faute. Vous leur dites de vous trouver une place, quoi. C'est pas normal. » Ça, c'est marrant. C'est le moment où tu réalises que j'étais là, bon, bah oui, je vais devoir payer. Et puis à un moment, genre, quelqu'un te fait prendre conscience que, bah, non, j'ai déjà payé. Oui. Et on ne m'a pas offert ce service. Donc, tu peux tu peux t'exprimer, tu peux faire une réclamation, tu peux dire non, en fait, c'est bon, vous vous démerdez. Et donc, heureusement que cette dame nous a mis un petit coup de pied au cul, quoi, parce que je suis allée faire la queue pendant 40 minutes, j'étais les bras croisés devant les hôtesses, elle ne m'adressait pas un regard, parce qu'elle ne pouvait rien faire pour moi en plus, mais bref. Et j'ai demandé à avoir un responsable plusieurs fois. Il est arrivé au bout de 40 minutes, mais par contre, la solution a été débloquée en 30 secondes. Il nous a dit, bah oui, effectivement, il y a un vol qui part pour Santiago, par contre, il faudra passer une nuit au Brésil. À Sao Paulo. D'accord. Mais sauf qu'à ce moment-là, nous, on est tellement contentes de savoir qu'on va pouvoir aller au Chili que c'est mais bien sûr, bien sûr. Et il nous dit par contre, dépêchez-vous, l'avion part dans 15 minutes. Et on était au début de l'aéroport, on n'avait pas du tout passé les contrôles et tout. Donc ce à quoi s'ajoute une opération bagage abandonné, donc obligé d'immobiliser tout pendant 3 minutes, le temps qu'on vire la valise qui reste là, qui gêne. Le mec nous file vite fait les billets, il fait courir. Je suis là, mais merci. J'arrête pas de le remercier et tout le monde se fout de ma gueule parce que je suis là, mais eres un héros. Et tu vois, je suis là, vraiment, je me confonds en louange. Et là, on trace, quoi. Et on arrive à embarquer. Je perds mon Opinel dans la bataille, parce que mon sac n'allait plus en soute, il allait avec moi dans l'avion. C'était pas encore arrivé. Mais donc, finalement, on arrive à embarquer pour le Brésil, et c'est nickel, quoi. On est en sueur, on est morte de rire, on est... tu vois, et tout le monde nous regarde avec des grands yeux. On ne veut pas y aller, mais on va au Brésil. Et on arrive au Brésil, et en fait, on se gourre dans les panneaux, et au lieu de rester dans Connexion Internationale, on passe les douanes, et on rentre sur le territoire. Donc j'ai mon tampon du Brésil. Oh, la chance. Ouais. Et en fait, on a fait 2 pas, on a vu les valises, les tapis roulants de valises, on s'est dit, ah ouais, mais non, on s'est trompé là. Et heureusement, ils nous ont laissé rentrer par une petite porte facilement, quoi. Donc on a pu, voilà. Mais donc on a dormi à Sao Paulo. Et ensuite, le lendemain, on a repris un avion, on est arrivé enfin à Santiago. Et voilà. Franchement, j'espère qu'il ne m'arrivera pas un quart de galère de vol. Bah, je peux te dire que maintenant, quand j'ai un avion, j'y vais au moins 4-5 heures à l'avance, même si j'ai ma carte d'embarquement.
Faut que je me moi, calme pareil, un peu. Mais... Au moins 4 heures. Quand je suis allé en Suède, je suis arrivé 5 heures à l'avance. Ouais. Alors que c'est un vol européen, tu peux y aller une demi-heure avant. C'est chill. J'étais assis comme as. J'ai vidé la batterie de mon téléphone avant le début du vol, tellement j'étais en flip, quoi. Et ça devait être plus agréable d'être accompagné, à mon avis. Oui, même si j'ai eu l'impression que Maëlle, là, elle était pas disposée à aider, quoi. Elle pouvait pas. Mais dès qu'elle a su que c'était possible qu'on prenne le vol, elle était de nouveau d'attaque, tu vois. Mais vraiment, la partie négociation, elle était pas là. Et ça m'est arrivé aussi à Londres avec une autre amie. Et c'est là que je me suis dit, on a eu une galère d'Eurostar, on n'a pas pu le prendre. Et il a fallu trouver un plan B très vite. Et c'est là que je me suis dit, ok, je crois que les situations compliquées... j'arrive à les gérer de temps en temps, en tout cas pour les voyages. Mais parce que j'avais eu l'expérience d'avant, tu vois. Ah, c'est marrant. Moi, je sais que si je suis solo et que j'ai une situation comme ça à gérer, je vais pouvoir m'en sortir et je vais le faire. Par contre, voyage de groupe, s'il y a quelqu'un qui est plus disposé que moi à faire ce genre de truc, moi, je me mets en arrière. Quand tu pars en voyage, comment tu ramènes tes souvenirs ? Bah, dans mon sac. Dans ton backpack, tu veux dire ? Non, sous quelle forme tu les ramènes ? Sous forme de photos ? Tout à l'heure, tu me parlais de notes, ou des souvenirs, des cartes postales, des magnettes. Je suis pas très magnette, moi je suis boule à neige. Ah, putain, j'allais le dire. J'ai à mon actif, là, on doit être arrivé à un peu plus de 70 boules à neige. Et je tiens à cette collection comme à la prunelle de mes yeux. C'est un truc que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je trouve ça trop cool. Sur place, avoir cette mission de dégoter une boule à neige. Et puis en rentrant de l'ajouter à ma collection, et je suis notamment très fière de celle que j'ai ramenée du Machu Picchu, parce qu'elle est le socle est magnifique avec des fleurs même, enfin une typo très vraiment unique dans celle que j'ai pu voir, et elle s'illumine, elle a des couleurs différentes et elle chante, elle Condor Passa. Mais avec une petite flûte, enfin elle chante pas, mais il y a une petite flûte de pan qui fait. Et après il y a toute une instrumentation, après il y a toute une orchestration qui arrive derrière et qui est formidable. Et je pourrais l'écouter vraiment, la faire tourner pendant des heures. Je suis hyper content que tu parles de boule à neige. C'est un aspect qu'on n'a pas du tout eu, mais l'aspect collection, ramener un truc. Ouais. Moi, ça me prend au trip, ce truc de j'ai ça, je vais le ramener, je vais le poser. Alors j'ai des boules à neige qu'on m'a offert par exemple, qui du coup m'évoquent moins de choses, mais il y en a qu'on m'a offert qui m'évoquent beaucoup, parce que ça me rappelle la personne. J'ai des boules à neige que j'ai ramenées d'endroits, mais en fait j'en ai pas grand chose à carrer. Et puis elles sont même pas très belles, je l'ai juste fait pour agrandir la collection. Et puis il y a des boules à neige d'endroits super, ou alors l'objet en lui-même est magnifique, quoi. Et c'est vrai qu'elles sortent, pour moi elles sont uniques, quoi. Et après moi je suis très photo, donc c'est vrai que j'en prends pas mal. Et j'ai tendance tous les soirs à faire des vocaux de ma journée. Par contre quand je suis en groupe, à écrire en notes, pour ensuite réécrire au prof dans des carnets que j'ai. Parce que j'aime beaucoup le fait de relire avec mon écriture et tout. J'aime bien écrire dans des carnets. Donc ça, c'est un peu le gros souvenir aussi que je garde, parce que notamment ce voyage-là, j'ai tout raconté. Il manque plein de choses, mais j'ai beaucoup de détails un peu insignifiants, mais qui, pour moi, participent à me souvenir décemment de ce qui s'est passé. Et ça, je pense que c'est ce qui fait encore le plus de savoir. Au moment où tu l'écris, t'es là, c'est pas intéressant. Et au final, c'est les choses les plus marquantes qui vont rester. Et tous ces petits détails-là, en fait, qui vont faire... qui vont venir saupoudrer le voyage qui me manque, que j'ai pas forcément noté, qui finissent dans l'oubli, quoi. Ouais. Mais le fait d'être en groupe aussi, tu te souviens pas des mêmes choses, et ça, je trouve ça génial. C'est vrai. Quand tu pars, est-ce que t'as des musiques, des livres, des émissions, des films fétiches ou des découvertes artistiques que tu fais en voyage ? Là, en rentrant du voyage, j'avais beaucoup découvert de musique. Le reggaeton, notamment, qui avant était un style que je dénigrais malgré moi. Et en fait, j'ai kiffé là-bas. Le ska, notamment au Chili, j'en ai entendu dans des concerts. Après, ouais, voilà, beaucoup de musique aussi que j'entends dans les petits bus, parce que là-bas, notamment les chauffeurs de bus, dans les bus de ville, ils mettent de leur musique. Donc tu découvres plein de trucs, de la cumbia, de la salsa, et aussi j'adore que les gens... je me rappelle au Chili, dans un camping où on était, il y a un couple qui nous a laissé, avant de partir, parce qu'on leur avait un peu parlé la veille, une feuille avec plein de groupes chiliens à écouter. Les gens, notamment au Chili, quand on était là-bas, on a fait 10 jours de camping sauvage et de stop. Et en stop, les gens, on leur demandait de mettre leur musique.
et il nous faisait découvrir des trucs trop bien. Eh bien écoute, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Ouais. Je pense qu'il y en a encore des milliers à dire parce que j'ai envie de te relancer sur le stop pendant des heures. Ouais, parce que c'était une autre manière de voyager, quoi. Merci beaucoup Juliette, c'est vraiment un immense plaisir que tu sois venue raconter ça. C'est vrai que, on s'est rencontrés, je crois que tu m'as raconté le voyage, je me suis dit, j'avais encore l'idée du podcast qui me traînait en tête, je t'ai dit, je veux faire ça. Je me rappelle que tu m'en parlais. Alors que ça faisait 1h30 qu'on se connaissait, je pense. Mais je suis super content que ça se fasse. Et que ça se soit fait. Moi, ça m'a vraiment confirmé dans l'envie d'aller au Pérou. Franchement, l'adresse de la maison de l'auberge de jeunesse, j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais, c'est trop bien ça. Donc, merci d'être venu. Mais merci à toi, ça me fait trop plaisir d'en parler et de me replonger dans mes souvenirs. Eh bien, c'est exactement ce pourquoi l'émission a été conçue. Pouvoir en parler, pouvoir créer un espace où les gens peuvent en parler, rebondir, aller dans tous les sens et parler de leur expérience tout simplement. Encore une fois, un immense merci à Lucas, qui est l'ingé son de cette émission. Merci Lucas. Crever du dos, comme à chaque épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté, merci d'être là, et ciao tout le monde. Ciao. Peace.